Alors, vous avez lu en fin de semaine la lettre de M. Chrétien, entrevue qu'il vient de nous donner. Essentiellement, il dit il y a aussi dans chaque crise, tour de table, des opportunités. Là. Il parle entre autres de l'Arctique. Forcer les Américains à reconnaître des eaux canadiennes puis les défendre ensemble, entre autres. Cohérence, être davantage à l'offensive. Que vous avez retenu, Hélène? Bien, je retrouve le Jean Chrétien batailleur de ces belles années, n'est-ce pas? Celui qui a tenu tête aux États-Unis pour ne pas aller en Irak, notamment. Je retrouve aussi son petit côté un peu frondeur dans le fait ici qu'il utilise la logique de M. Trump pour la retourner contre lui. Quand il dit ah ouais, vous trouvez qu'on devrait mieux surveiller nos frontières parce qu'il y a de la drogue qui rentre chez vous, des migrants irréguliers? Ben nous, on va vous demander de mieux contrôler votre frontière parce qu'il y a trop de vos armes à feu qui rentrent chez nous. Évidemment, c'est d'une grande malhonnêteté intellectuelle, on l'a souvent dit, les pays, ils contrôlent ce qui rentre chez eux et non pas ce qui sort de chez eux. Et donc, si M. Trump n'est pas content de ce qui se passe à sa frontière, c'est à lui de mieux la surveiller, comme c'est au Canada de mieux surveiller la sienne s'il trouve qu'il y a trop d'armes à feu qui rentrent. Mais voilà, Monsieur Chrétien, ce vieux loup de mer, eh bien, il utilise la rhétorique de Trump pour la retourner contre M. Trump, pour en faire une arme. Et je le retrouve bien là. Et le réveillez-vous, c'est aussi, Chantal et Michel C., réveillez-vous, vous avez besoin de nous aussi, Chantal. Oui, j'ai écouté votre entrevue super intéressante qui me semble devoir, comme la lettre, les deux lettres ouvertes, plus d'impact au Canada qu'aux États-Unis. Mais néanmoins, ce qui m'a frappé, c'est l'idée qu'il a reçu des appels de Stephen Harper, Justin Trudeau. J'ai écouté la liste, je ne sais pas si vous l'avez coupé au montage ou que je l'ai manqué, Pierre Poilievre. Non, Pierre Poilievre l'a appelé, oui. Oui, il l'a dit, ça passe vite. D'accord. Mais ce que ça me dit, c'est que tout le monde se cherche, hein? Chacun cherche son chat. Et l'avantage de ce que M. Chrétien fait, c'est un peu dire vous avez un terrain commun, ce qui n'est pas évident à la veille d'une campagne électorale pour personne à défendre. Et ça a été dit. Et c'est probablement la chose la plus utile. Et je veux juste ajouter, parce que vous avez dit que Stephen Harper, il a dit que Stephen Harper l'avait appelé. Je viens de regarder une entrevue que Stephen Harper a donnée sur les réseaux américains. Et très franchement, c'était dans les règles de l'art. Stephen Harper, c'est le genre de personne qui démontre chaque argument, ce qu'il a fait. Puis, à un moment donné, il s'est fait demander, oui, mais Justin Trudeau, M. Trump veut s'en débarrasser. Est-ce que ce ne serait pas la raison de tout ça? Et admirable leçon pour ses successeurs, il répond, Justin Trudeau, c'est les Canadiens qui décident de ce qu'on fait avec, c'est pas les Américains. Voilà. Voilà. Et quand d'ailleurs, M. Trudeau, parce que lui n'était pas pour, tu sais, cette idée, Chantal, on en a beaucoup parlé à ce panel là, qui émanait de son ancien conseiller, puis de d'autres, puis M. Leblanc aurait voulu être nommé par le caucus. M. Chrétien n'était pas d'accord avec ça. Et il dit, vous savez, à la fin de la journée, c'est Michel C., c'est le Canada, là. C'est pas M. Trudeau. Oui, c'est une évidence qu'il est en position de faiblesse, mais c'est le Canada, là. Ouais. Moi, ce qui m'a frappé dans l'entrevue, c'est quand il dit à tout le monde, au fait, on n'est pas si démunis que ça. Les droits de douane de 25 sur le pétrole canadien, sur l'électricité canadienne, puis sur les produits alimentaires canadiens, c'est les Américains qui vont le payer. C'est le consommateur américain qui va le payer. Et on dirait qu'on n'a jamais, de la partie canadienne, vraiment mis cet argument-là de l'avant, comme si on avait peur, comme si, on a peur de ce que Trump va faire. Mais la réalité, c'est que les droits de douane, c'est payé par le consommateur, c'est pas payé par l'exportateur. Alors, si M. Trump impose tout ça, bonjour l'inflation aux États-Unis. Tu sais, le pétrole et le gaz canadien, c'est 50 de leur exportation. Les produits alimentaires, c'est plus que le tiers. À un moment donné, c'est pas rien. Et de bien des façons, ça va faire mal au Canada, oui, mais ça va tirer dans le pied des Américains aussi, cette histoire-là. Et on le dit pas. Très bien. Course, beaucoup de Trump, un peu de course au leadership, bien sûr, il ne veut pas s'en mêler. Oui, il aime bien François-Philippe Champagne, mais je veux vous entendre, vous, parce que de plus en plus, on a l'impression qu'il y aura
sur la ligne de départ Chrystia Freeland. Et d'ailleurs, notre bureau d'Ottawa confirme qu'elle va annoncer avant le 20 janvier, dit-elle, et Mark Carney. À part ces deux-là, on n'en voit pas beaucoup d'autres, mais je veux vous entendre. Tour de table, Chantal, je commence avec vous. Alors, ce qu'il faudra surveiller quand l'une et l'autre vont annoncer, c'est qui sera debout derrière eux, c'est-à-dire où vont les candidats de premier plan qui ont décidé de ne pas le faire, François-Philippe Champagne, si c'est le cas demain, Mélanie Joly, etc. Est-ce qu'ils vont aller se tenir debout derrière Chrystia Freeland ou derrière Mark Carney? Parce que je dois vous dire que le clan Trudeau, ça existe. Le clan Trudeau, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Parti libéral comme ça, là, mais ne va pas être dans le clan Freeland. Ça, c'est évident. Alors, devinez avec qui. Et ça pourrait faire la différence sur le résultat. Surtout que Mme Freeland est quand même très, très identifiée aux années 2015 à aujourd'hui, ce qui est moins le cas de M. Carney. Oui, et d'ailleurs, il y a déjà, Hélène, il y a déjà des gens très près, qui étaient très près de M. Trudeau, M. Botts, entre autres, qui est avec Mark Carney. Il y en aurait peut-être d'autres d'ici quelques jours qui vont se joindre, là. Oui, on ne sera pas étonné de constater que l'équipe de M. Trudeau a un petit dent contre Mme Freeland. Ce que je trouve intéressant quand même, c'est que ça fait quelques députés à qui je parle, ceux qu'on appelait les mutins de l'automne dernier, qui voulaient le départ de M. Trudeau, qui se rangent dans le clan de Mme Freeland. Il y a Alexandra Mendez qui vient de faire une déclaration là, il y a quelques instants à cet égard. Et donc, ça va peut-être un peu teinter aussi la personnalité de Mme Freeland dans cette course. Est-ce qu'elle ne passera pas un peu pour opportuniste s'il y a trop de ces gens qui voulaient tasser M. Trudeau qui se retrouvent subitement à l'appuyer, elle? Moi, j'écarterais quand même pas la candidature de l'ancienne première ministre de Colombie-Britannique, Christy Clark. Bon, parlons-en. Oui, parlons-en. Évidemment, j'ai hâte d'entendre son français. Son équipe elle-même nous dit c'est rouillé. Alors, j'ai hâte d'entendre ça. Mais c'est surtout qu'elle va se présenter comme la candidature anti-polarisation. On essaie de retenir contre elle le fait qu'elle s'est mis membre du Parti conservateur en 2022 lors de la course qui a permis d'élire Pierre Poilievre parce qu'elle voulait faire barrage à M. Poilievre et elle endossait à ce titre Jean Charest qui était perçu comme un candidat plus centriste. Et je pense qu'elle pourra jouer cette carte dans un contexte d'hyper-polarisation, dire, ben non, voyez, moi, j'essaie de ramener la politique canadienne vers le centre. Et je pense que c'est un argument qui pourrait faire mouche. On va écouter, parce que le souci qu'elle a eu en fin de semaine, c'est qu'elle a dit qu'elle n'avait pas été membre du Parti conservateur. Or, elle a été membre du Parti conservateur et là, elle a dit samedi, I misspoke, je me suis embrouillée. Or, elle a menti. D'ailleurs, M. Chrétien réagissait. Ce bout-là d'entrevue, peut-être c'était pas clair pour tout le monde parce qu'on a coupé un petit bout, mais il dit Mme Clark a menti une fois, puis Trump a menti 13 000 fois. Donnez-lui une chance. Mais sauf que, on va l'entendre d'abord, puis Chantal, je vous donne la parole après. Mme Clark. How long were you a member of the Conservative Party, Christy Clark? Never. But you voted in the race, did you not? No, I didn't. And I never got a membership, and I never got a ballot. What I did, though, I will say, Christy Clark, we reached out to the Conservative Party, who told us, in fact, that your membership was canceled. Oh, well, why don't they come out and show my membership or my ballot? They never sent me any of those, although I wouldn't put it past them to manufacture one of them. Dans les cours pour préparer les politiciens à des entrevues, ça va rester. Chantal, je vous laisse parler, là, mais donc, elle a essayé de tourner autour du pot, dire qu'elle n'avait pas été membre. Elle a été membre, ne serait-ce que quelques temps, mais elle a été membre. Elle a été membre, elle a même donné des entrevues pour dire qu'elle voudrait être chef conservateur, mais son français n'était pas à la hauteur. Premier problème. Deuxième problème, et c'est pas le problème d'avoir été membre du Parti conservateur, c'est le problème de mentir. C'est pas la même chose, là. On est dans deux catégories de choses. Et oui, je comprends que Donald Trump ment beaucoup. Est-ce qu'on cherche quelqu'un qui ment? Parce qu'aux États-Unis, ils ont choisi quelqu'un comme ça. Première question. Deuxième question, j'ai remarqué en fin de semaine que les messages sur les médias sociaux de Mme Clark, sur X, sur ce sujet-là, étaient en anglais seulement. Bon, entendons-nous, on parle de quelqu'un qui devrait débattre en français au Québec dans 3 mois.
Et si elle n'est pas capable de répondre en français et en anglais à ce genre de sujet-là, si ça lui prend juste quelqu'un qui écrit des cartes de Noël, parce qu'elle a tweeté dans les 2 langues pour le jour de l'an, mais là, il y a un problème. Et je ne crois pas que le Parti libéral va prendre une première ministre qui n'a pas réussi à se faire réélire pour un 2e mandat, de peu, mais néanmoins n'a pas réussi, et qui n'est pas certaine de parler français et qui n'a jamais travaillé sur la scène fédérale comme chef maintenant. Bon, je vous amène, Michel C., à l'autre, parce que je vais passer pour qu'on couvre plus de terrain. François-Philippe Champagne, bon, M. Chrétien a eu des bons mots, mais demain, tout laisse croire qu'il va... je vais être prudent, mais donc, il va annoncer qu'il ne sera pas de cette course, François-Philippe Champagne. M. Chrétien, c'est amusant, il parle, oui, il y a une alternance, non pas québécois reste, mais français, francophone, anglophone. Il dit, allez, ils ont pris Turner, puis après ça, ils ont pris moi, l'autre coup d'après, ce qui est strictement vrai. Mais François-Philippe Champagne, il a le temps, Michel C. Il a le temps. D'autre part, c'est une règle qui a bien servi le Parti libéral. C'est probablement dans le monde occidental le parti qui a été le plus longtemps au pouvoir depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas rien, là. Et l'alternance fait partie de ça. Mme Clark ne peut pas penser être chef de parti. Moi, je pensais que le dernier qui s'est essayé, Chantal s'en souviendra, c'était John Crosby quand M. Mulroney est parti. Mais là, il y a quelqu'un d'autre qui s'essaye une autre fois. J'en reviens pas, là. Mais donc, l'alternance a bien servi ce parti-là. Et M. Champagne a la belle couverture de dire, comme Mélanie Joly, comme d'autres gens, écoutez, il y a une crise qui s'en vient, j'ai quelque chose à faire là-dedans, je vais rester à mon poste de ministre, je n'abandonne pas mon ministère parce qu'on a une crise à gérer comme gouvernement. C'est tout à fait logique et l'alternance fait partie aussi, bien sûr, de sa décision, ça ne peut pas être autrement. OK. Hélène, donc, M. Champagne, si ça se confirme, donc, on croit que oui demain. Mme Freeland, oui. Carney, oui. Là, on a vu une photo de M. Carney parce qu'ils ont ouvert la patinoire Rideau, une des plus belles du monde, cette année. Il dit, bon, mais je profite de cette belle journée. Alors, tu sais, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux pour se montrer dans... Est-ce que lui, bon, son français, je me souviens pas. On l'a entendu un peu à quelques reprises. Là, ça va devenir sérieux et rapide, là, Hélène. Bien, pas le choix, hein. Les échéanciers sont très serrés. Moi, je n'ai pas eu de contact direct avec M. Carney, mais j'ai écouté des déclarations. Il parle français, mais ça demeure quand même assez laborieux. M. Carney a quand même une espèce de personnalité très technocrate. Hein? C'est pas nécessairement le charisme incarné. Alors, je demande à voir. Mais c'est intéressant. Ça risque d'être une course avec peut-être un peu moins de candidats, quelque chose d'un petit peu plus succinct et plus serré comme cohorte. Évidemment, bon, il y a toujours les habituels, là, comme M. Chandra, M. Baylis, qui se présentent. En fait, c'est souvent ceux qui ont le moins de chances d'être couronnés dans une course qui sont les premiers à s'afficher parce que souvent, l'avant-course, c'est le moment où ils font leur baratin et quand les règles de la course sont annoncées et qu'ils ne sont pas capables de s'y plier, bien souvent, ils vont se rallier. Ça leur a permis de se faire voir. Je ne suis pas certaine que ces deux-là vont rester longtemps. Très bien. Course au PLQ maintenant. Et je n'ai pas fait de lien avec François-Philippe Champagne parce qu'il nous l'a dit à 8 fois plutôt qu'une jeudi dernier. C'est non, non, non. Ceux qui lui parlent disent, écoutez, là, il ne changera pas d'avis là-dessus. Il se voit. Son avenir, c'est au fédéral. Alors, donc, je ne fais pas de lien. PLQ, M. Milliard, qu'on va écouter, M. Bachand qui l'appuie et Pablo Rodriguez, c'était jour 1 de la course officielle. On écoute. Il n'y a pas seulement M. Rodriguez qui a une expérience politique. Hein, je vous rappelle qu'il y en a d'autres. Pour moi, le Parlement, c'est la maison du peuple. Alors, le peuple doit être représenté de différentes façons. Et de dire que je n'ai pas d'expérience, je m'excuse, mais j'ai dirigé une des plus grandes chaînes de pharmacie au Québec. J'ai dirigé la plus vieille association économique au Québec. Alors, j'ai quelque chose à dire en politique. Le Parti libéral du Québec, là, en région, il n'existe pas. Il existe très peu. Il est très faible. OK? Les Québécois en région, ils s'apprêtent à voter massivement Bloc ou Parti conservateur. Puis le Parti libéral du Québec nommerait comme chef quelqu'un qui est le bras droit du gouvernement du Canada depuis 10 ans. Ça fait depuis 1992 que je tourne à travers le Québec. J'étais sur l'exécutif national québécois des Jeunes libéraux du Québec avec comme chef votre collègue Mario Dumont, qui était le président des Jeunes libéraux. Et j'étais sur son exécutif. Et ça a quitté mes premières tournées.
Et j'ai continué par la suite lorsque je suis devenu président du Parti libéral pour le Québec, lorsque j'étais président du caucus, lorsque j'ai été lieutenant. J'ai grandi à Sherbrooke. Sherbrooke, c'est pas tant Montréal que ça, là. Non seulement j'ai tourné à travers le Québec, mais j'ai le Québec tatoué sur le cœur. Je commence avec vous, Michel. Commentaire jour 1. On aura amplement l'occasion de commenter cette course, mais je vous écoute. Il y a quelque chose d'amusant. On voit que la course des libéraux fédéraux va être une course à deux, finalement, essentiellement. Ça va être une course à deux, là aussi, essentiellement. M. Rodriguez et M. Milliard, les deux autres, ne sont pas vraiment dans le jeu. Pour M. Milliard, c'est déjà une grande victoire. Après tout, il n'a jamais fait de politique active. Et là, il se retrouve au pire, numéro 2 du parti, et contre un candidat qui est M. Rodriguez, qui porte des valises. Venir d'Ottawa, c'est pas nécessairement toujours une bonne affaire au PLQ. C'était quand même pas la plus grande vedette du gouvernement Trudeau non plus. Alors, on verra. Il peut y avoir des candidats encore, remarquez, mais je pense que ça s'annonce comme une lutte à deux, et ça va devenir très intéressant. Parce que là, il va falloir parler d'enjeux. Puis ça va être très intéressant. Milliard, Rodriguez, Chantal et Hélène, peu de temps, mais désolé, Chantal. Je note le silence de Denis Coderre au jour 1 de la campagne, ce qui n'est pas nécessairement bon signe pour son idée de devenir chef de ce parti-là. Ça ne peut pas juste se régler par l'organisation. Et je note aussi qu'ils vont avoir l'occasion d'être testés l'un et l'autre, parce qu'à un moment donné, la Cour suprême va finir par dire si elle accueille l'appel de la loi 21. Ça va être... Oui, Hélène? L'élection fédérale risque d'arriver avant la fin de cette course. Si M. Poilievre devait être élu premier ministre, vous savez à quel point le mouvement souverainiste, secrètement, il voit là peut-être une condition gagnante et que ça pourrait peut-être propulser le Parti québécois davantage encore. Et dans un tel contexte, je me demande si on ne reviendra pas à une bonne vieille dichotomie fédéraliste-souverainiste, auquel cas, certainement que la candidature de M. Rodriguez pourrait être taillée sur mesure pour ce genre de bataille. De combat. Très bien. Merci beaucoup à vous trois. Bonne semaine qui commence. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.